Retrouvez dans un instant une rencontre à la librairie Ombre Blanche, samedi 25 mai 2024, enregistrée lors de la 7e édition du festival L'Histoire à venir, organisé par l'Université de Toulouse-Jean Jaurès, la librairie Ombre Blanche, le Théâtre Garonne et les éditions Anacarsis. Dans le cadre de la thématique pérenne Histoire et démocratie, Jean-Pierre Filiu, historien et arabisant à Sciences Po Paris, y présentait son dernier livre édité au Seuil, Comment la Palestine fut perdue et pourquoi Israël n'a pas gagné, dans lequel il analyse, au fil de l'enchaînement des événements régionaux et de leur résonance mondiale sur ces 2 derniers siècles, les fondements d'un conflit qui meurtrit notre monde contemporain. Il livre ici, en renversant bien des lieux communs, sa vision, afin que puisse se dessiner à partir de la connaissance de cette histoire, l'espoir d'une paix durable. L'échange était animé par Emmanuel Laurentin, journaliste et producteur à France Culture. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On va essayer de commencer à l'heure pour vous laisser, vu le nombre de personnes qui sont dans la salle, assez de temps pour pouvoir poser des questions à notre invité Jean-Pierre Filiu. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Emmanuel. Il est des lieux de ce monde qui laissent aux chercheurs et aux chercheuses qui les étudient une relative tranquillité pour poser au fil du temps des analyses rarement remises en cause par une actualité trop éruptive. Ça n'est pas votre cas. Se spécialiser dans le monde arabe, sur le Moyen-Orient, sur Israël, la Palestine, signifie passer régulièrement de l'espoir au désespoir, guetter des révolutions civiques qui sont régulièrement déjouées par des pouvoirs autoritaires, attendre souvent une paix qui ne vient pas. C'est le chemin que vous avez pourtant choisi d'emprunter depuis pas mal de décennies, désormais, après avoir travaillé avec Jean-Noël Jeannet sur l'histoire de la radio. Vous êtes spécialisé justement sur cet espace géographique. Vous avez travaillé sur l'histoire de Gaza, sur Al-Qaïda, sur Daesh, sur la relation de la France avec le Moyen-Orient, sur la place des drogues au Moyen-Orient. C'était un de vos derniers livres. Sur les contre-révolutions arabes. Et c'est donc une vie passée à espérer la fin d'un conflit presque séculaire, désormais, on pourrait presque dire d'ailleurs séculaire, et à voir cette région se réenflammer régulièrement. Dans ce livre, vous empruntez d'ailleurs 6 chemins, on va en parler, qui ont conduit à l'impasse que nous connaissons aujourd'hui. Ma première question, ça sera de vous demander, est-ce que vous n'êtes pas là d'attendre et d'espérer ? Alors, d'abord, je voudrais vous faire, parce que je suis quand même très ému de vous voir aussi nombreuses et nombreuses, surtout quand la vraie actualité se déroule place du Capitole. Je voudrais vous faire 2 confidences sur pourquoi j'écris des livres effectivement sur ces sujets qui pourraient être un peu à la fin, on va dire émollients. Voilà, hein. Je le fais pour 2 raisons. D'abord, c'est pour en débattre avec Emmanuel Laurentin. Et ensuite, c'est pour les présenter à Ombre Blanche. Alors, vous voyez qu'aujourd'hui est quand même un jour relativement faste. Alors, pour répondre à la question, en fait, dans ce livre, j'ai essayé de mettre tout ce que j'ai amassé sur 4 décennies de pratique du terrain israélo-palestinien, à un titre ou à un autre. Et ce livre, je l'avais commencé bien longtemps avant le bain de sang terroriste du 7 octobre 2023, mais j'en ai accéléré la rédaction en accord avec évidemment mon éditeur Le Seuil qui a bien voulu en accélérer la publication. Il était envisagé, il ne serait pas encore sorti, voilà, il serait sorti le mois prochain ou à la rentrée prochaine. Mais vu l'actualité et vu surtout, allez, soyons indulgents, la quantité innommable de bêtises qu'on a entendu proférer à ce sujet à l'automne dernier, d'ailleurs ça n'a pas arrêté. L'idée était donc de proposer un instrument de compréhension du conflit, hein. Donc ça n'est pas un livre écrit à chaud, c'est un livre terminé à chaud, mais surtout c'est un livre où l'universitaire a proposé une grille d'interprétation et il a pu la tester, alors là, au fer rouge, à la fois du 7 octobre et de la guerre abominable qui est menée à Gaza depuis. Et bon, mais ça, c'est les lectrices et les lecteurs qui peuvent le décider. Moi, j'ai la faiblesse de croire que ce que je propose non seulement tient la route, mais permet d'éclairer
cette actualité, il faut bien savoir qu'au Moyen-Orient en général, mais sur le conflit israélo-palestinien en particulier, si quelqu'un vous dit « vous ne pouvez rien comprendre, c'est inextricable », il y a 99% de chances qu'ils veulent poursuivre la guerre à tout prix. Si quelqu'un vous dit « on peut comprendre », on peut y arriver, il y a 99% de chances qu'il soit un partisan cohérent et déterminé de la paix. Voilà, ça me paraît, je crois, une réponse d'introduction. Et ça veut donc dire justement que vous n'êtes pas désespéré d'une certaine manière, parce que vous mettez en ouverture de ce livre en exergue effectivement la citation de Saïd le Peptimiste de Émile Habibi. Vous pouvez d'ailleurs nous le présenter pour ceux qui ne le connaîtraient pas, mais effectivement, cette idée du peptimisme tel qu'il a été développé par cet écrivain arabe-israélien qui a été... Ah oui, ah ben d'accord. Ouais. Il est moins puissant, oui, c'est ça. Donc vous ouvrez avec cette exergue autour d'une citation d'Émile Habibi du Parti communiste qui a toujours été tiraillé justement entre ces différentes identités, pourrait-on dire. Et ça vous dit d'une certaine manière que vous pouvez espérer quand même, malgré tout ce qui est en train de se passer. Je dirais presque surtout. Surtout ce qui est en train de se passer, parce que, on connaît optimisme de la raison, pessimisme de la volonté, mais il y a surtout cette évidence pour l'historien que si on ne fait pas la paix maintenant, mais maintenant, la guerre suivante sera encore plus abominable que l'actuelle. Il n'y a aucun doute. Il y a aucun doute. Cette guerre ne préparera qu'une guerre encore pire. Donc il faut évidemment qu'elle s'arrête au plus tôt et qu'on aille vers la solution à deux États. Pourquoi je dis la solution à deux États ? Parce qu'Émile Habibi, immense romancier palestinien, député arabe à la Knesset, communiste, partisan de la solution à deux États dès 1947. Alors qu'il n'y avait pas beaucoup de Palestiniens qui ont été partisans. On peut parfois faire des bons choix pour de très mauvaises raisons. Il était complètement stalinien. Et donc, l'Union soviétique était partisane pour ses propres raisons de la solution à deux États et du partage de la Palestine en État juif, et Staline en particulier, parce qu'il était convaincu que c'était un coup mortel pour l'impérialisme britannique dans la région. Mais donc, il a effectivement inventé ce personnage incroyable du peptimiste, l'opti-pessimiste. Et c'est l'humour noir palestinien. Bon, l'humour juif noir est bien connu. L'humour noir palestinien est assez moins connu, mais il peut être aussi anthracite. Et que dit le personnage de Habibi ? Il dit... quand on lui demande ça pourrait pas être pire, il répond toujours aussi, bien sûr, si, bien sûr, si. Oui, toujours. Et il se trouve qu'ici même, dans votre siège, Emmanuel Laurentin a mis, il y a une heure ou deux, Elias Sambar évoquait Émile Habibi pour dire que la prose palestinienne n'a pu naître que chez les Palestiniens qui étaient restés, donc qui sont devenus des Arabes israéliens, alors que les Palestiniens de l'exil sont devenus des poètes. Et avec les immenses noms de Mahmoud Darwish et d'autres, et la proclamation de l'État de Palestine en 1988 à Alger a été rédigée par Mahmoud Darwish, par un poète. Sauf que la politique se fait peut-être plus en prose qu'en poésie. Et j'ai trouvé aussi que Habibi, parce qu'il faisait partie de ces Palestiniens de l'intérieur qui ont longtemps été ignorés par leurs compatriotes dans l'exil, qui ne savaient pas trop comment les considérer. Est-ce que c'était des héros qui étaient restés sur leur terre ou est-ce que c'était des traîtres qui collaboraient avec l'occupant ? Et ça n'est en fait qu'avec le processus de paix qu'il y a eu cette forme de réconciliation avec l'acceptation de la réalité israélienne, ô combien légitime et prospère, mais qui a permis du coup aux Palestiniens d'endosser la solution à deux États, dont on voit aujourd'hui à quel point elle est nécessaire, je dirais même vitale pour les deux peuples, mais aussi très difficile à concevoir concrètement. Alors,
La particularité de votre ouvrage, c'est de ne pas procéder comme souvent par une chronologie simple, puisque cette chronologie, vous la multipliez par 6 d'une certaine manière. Il y a 6 chapitres dans votre livre, 3 qui sont censés montrer les forces essentielles du sionisme depuis l'origine, et 3 qui montrent les faiblesses structurelles du mouvement palestinien. Et pour chacune de ces solutions, enfin de ces analyses, vous repartez du début et vous continuez jusqu'à aujourd'hui, ce qui fait une sorte d'aller-retour pour le lecteur qui multiplie les axes d'une certaine manière. Pourquoi d'abord avoir choisi 3 et 3 ? Est-ce que c'est par une volonté science-potesque, parce que généralement on fait des plans en 3 parties ? Est-ce que c'est parce que 3 et 3, ça permet de renvoyer d'une certaine manière les uns et les autres à un camp égal et à la fin, la balle est au centre ? Qu'est-ce qui, justement, vous a montré qu'il y avait la nécessité d'avoir cette analyse en 2 fois 3 parties ? Alors, à Sciences Po, c'est plutôt 2 parties, 2 sous-parties. Hein, mais bon, en fait, même Sciences Po évolue. Donc, non, les 3 et 3, alors Elias Sambar dirait, mais évidemment, c'est la Trinité. Mais je ne le suivrai peut-être pas jusque-là. Mais ça s'est imposé à moi d'abord parce que la démarche chronologique, des livres sur le conflit israélo-palestinien, on pourrait en remplir tout cet espace et toute la librairie Ombre Blanche de l'autre côté. Certains sont beaucoup plus érudits et sophistiqués que le mien, mais effectivement, il choisit généralement l'approche chronologique ou téléologique. Comme on connaît la fin, on va vous expliquer pourquoi on en est arrivé là, ce qui, du point de vue intellectuel, est quand même un petit peu troublant. Donc l'histoire, c'est justement de montrer qu'il y avait d'autres histoires possibles et pourquoi ces histoires possibles ne se sont pas passé, à la différence de l'histoire qui est intervenue. Et donc, effectivement, mettre en balance les 3 forces et les 3 faiblesses m'est apparu éclairant, original, mais aussi répondre, parce que c'est le titre et le sous-titre du livre, répondre à ce paradoxe qui est que la partie de très loin la plus dominante, puissance nucléaire, start-up nation, complètement intégrée dans la mondialisation, avec toutes les réalisations que l'on connaît, donc Israël. Pourquoi Israël n'a pas gagné ? Parce que, en fait, on n'est pas dans un conflit comme les autres. On est dans une lutte de 2 peuples pour 30 000 km². 30 000 km². Or, ces 2 peuples sont à peu près à égalité démographique aujourd'hui. Donc on voit bien que la seule victoire pour Israël serait la solution à 2 États, qui lui permettrait de dire, voilà, nous avons fait quelque chose d'incroyable, nous avons quand même construit à partir de peu de choses le foyer national juif, puis l'État juif, et par la paix, nous concrétisons, nous consolidons, nous installons dans la durée cette victoire. Or, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Sinon, il n'y aurait pas eu le 7 octobre 2023, qui est quand même le jour le plus sanglant, le plus meurtrier pour Israël depuis sa fondation. Donc, on est dans un paradoxe où il y a 3 forces du sionisme puis d'Israël qui effectivement lui permettent d'être dominant, mais qui d'une certaine façon doivent être surmontées. Il faut surmonter ses propres forces pour arriver à la victoire. Alors que de l'autre côté palestinien, on a 3 faiblesses, qui sont en miroir d'ailleurs, et je pense n'avoir pas trop forcé le trait pour les décrire, qui font que, effectivement, aujourd'hui, le mouvement national palestinien, malgré tous les atouts historiques, politiques, est encore empêché, pour parler pudiquement. Mais effectivement, ce n'était pas forcément mon intention d'origine, mais quand je me suis mis à écrire ces 6 chronologies parallèles, en fait, c'est un peu ça l'expérience du conflit israélo-palestinien. C'est cette impression d'éternel recommencement, qu'on revient toujours. Alors, c'est l'éternel recommencement tragique. Je souligne, je rappelle à ceux qui le savent déjà, que quand Israël se retire de Gaza en 2005, ce n'est pas dans une intention de paix, vu qu'ils laissent derrière eux une forme de terre brûlée. La première offensive contre la bande de Gaza, 1 mois après le retrait israélien, s'appelle éternel recommencement.
Alors, arrêtons-nous justement sur ces 6 chapitres qui sont vraiment ce n'est même pas le cœur de ce livre, c'est ce livre d'une certaine manière. D'abord, le premier que vous avez beaucoup développé parce que je pense que ça a beaucoup surpris, c'est les racines chrétiennes du sionisme. C'est un chapitre qui, quand on s'y intéresse un peu depuis un certain temps, apparaît généralement assez nettement. Quand on a lu Henri Laurence ou quand on a lu d'autres spécialistes de la Palestine, on le sait. Mais le grand public est assez, disons, surpris de voir que beaucoup des artisans, et depuis le 19e siècle, de l'installation d'un foyer national juif en Palestine, sont des chrétiens évangélistes, essentiellement des chrétiens évangélistes, forgés à l'idée de la Nouvelle Jérusalem de l'autre côté de l'Atlantique lorsqu'il s'agit de quitter l'Europe pour pouvoir s'installer ailleurs, et qui rêvent d'un retour du royaume de Dieu, d'une certaine manière, la recréation du royaume de Dieu, à partir du moment où les Juifs y seront réinstallés. On a beaucoup parlé de l'antisémitisme chrétien généralement, de l'antijudaïsme au Moyen-Âge et de l'antisémitisme chrétien. Et ce que vous montrez, c'est qu'il y a une partie des chrétiens qui, au contraire, sont favorables, justement. Alors, est-ce que c'est favorable pour déplacer les Juifs d'Europe vers cet espace géographique? Est-ce que c'est favorable pour atteindre le désir d'un royaume de Dieu? Tout cela, en tout cas, c'est une longue histoire et qui ne s'arrête pas, puisqu'elle arrive jusqu'à aujourd'hui. Oui, hein, donc chacun de ces chapitres débouche sur l'actualité. Hein, et donc, plutôt que racine chrétienne, je dirais antériorité d'un sionisme chrétien. Le sionisme juif a vraiment sa généalogie propre. Il n'a pas été influencé, même si, mais c'est de l'ordre de la coïncidence. Hein, il y a un manifeste en 1891, donc 5 ans avant l'état des Juifs de Theodor Herzl, il y a un manifeste d'un prêcheur de Chicago sous forme d'une lettre ouverte au président des États-Unis pour la restauration, hein, le terme clé c'est restauration, du peuple juif sur sa terre, hein, qui est censée être la Palestine, et on trouve déjà toutes les thèses qui seront développées par Herzl 5 ans plus tard. Sauf que quand ce prêcheur de Chicago, donc évangélique, se tourne vers les rabbins de Chicago, ils lui répondent « Mais non, notre Jérusalem, c'est Chicago. Hein ». Et donc, ce qui est, à mon avis, politiquement très fort, c'est que ce courant est un courant fort dans le protestantisme anglo-saxon, alors que le sionisme va rester longtemps minoritaire, voire ultra-minoritaire dans le monde juif. Donc ça crée une capacité de réception, d'accompagnement des thèses sionistes dans les milieux dirigeants en Grande-Bretagne, puis aux États-Unis, donc les 2 pays dans lesquels s'est trouvé le sort de la Palestine, l'Angleterre du fait du mandat britannique de 1922 à 1948 et les États-Unis pour toutes les raisons qu'on connaît. Mais alors, sur la question de l'antisémitisme, ce n'est pas vraiment un courant philosémite. Hein, c'est la dogmatique. Hein, je ne vais pas vous faire un cours de théologie protestante, c'est peut-être pas le lieu ni le moment, mais dans ce cycle de dispensation, hein, il faut, pour arriver à l'ultime dispensation qui est celle du royaume de Dieu, en passer par le retour du peuple juif, mais aussi par l'extermination du peuple juif sur la Terre Sainte. Hein, ils seront exterminés aux 2 tiers, et le tiers survivant ne devra sa survie qu'à sa conversion au Christ. Donc on a quand même trouvé philosémite plus compassionnel, voilà, et conséquent. Hein. Donc il y a toujours ça, hein, les 2 prêcheurs sionistes chrétiens qui bénissent l'ambassade des États-Unis, parce que les ambassades des États-Unis sont bénies. Hein, voilà, faut savoir dans la France laïque qu'il y a des choses comme ça qui se passent chez nos alliés outre-Atlantique. Les 2 prêcheurs à Jérusalem avaient un passé antisémite notoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est révélé par le New York Times, mais pas par la presse israélienne. La presse israélienne, comme d'ailleurs les dirigeants israéliens, comme d'ailleurs Netanyahou, qui a fait un pari stratégique sur les sionistes chrétiens, se contrefiche.
des convictions plus ou moins antisémites de ces sionistes chrétiens à partir du moment où ils leur accordent un soutien inconditionnel. Mais pour résumer cette problématique qui est complexe, mais c'est important, surtout vu de France et vu d'Europe en général, de comprendre que le lobby pro-israélien, il faut savoir qu'aux États-Unis, un lobby, ce n'est pas une insulte, hein, c'est un terme tout à fait approuvé administrativement et même dans les registres. Hein. L'activité de lobbyiste aux États-Unis est une activité officielle, et d'ailleurs les lobbies ont généralement leur siège sur certaines rues du centre de Washington. Et donc le lobby pro-israélien, qui est l'AIPAC, c'est-à-dire le comité d'action politique américano-israélien, est aujourd'hui porté par des sionistes chrétiens, dont on vient de rappeler rapidement le rapport au judaïsme, et est complètement déconnecté de la communauté juive. Hein. Et ce lobby qui se dit pro-israélien est en fait un lobby pro-Netanyahou, vu que Netanyahou a, sur la longue durée, entretenu ses relations avec lui. Pourquoi Netanyahou a fait ça? Pour ne plus être dépendant de la communauté juive, qui, elle, vote à 80% démocrate. Donc, les sionistes chrétiens, c'est la moitié de l'électorat républicain. Leur champion, en 2016, c'était Trump. Et c'est évidemment encore leur champion aujourd'hui. Hein. Et Netanyahou, dont vous avez quand même suivi qu'il était maintenant sous un mandat d'arrêt, est envisagé, il n'a pas encore été émis par la Cour pénale internationale, et la Cour internationale de justice vient d'être très sévère à son égard, il va être accueilli par les deux chambres du Congrès bientôt, à l'initiative des sionistes chrétiens, et notamment d'un d'entre eux, Mike Johnson, qui est le président de la Chambre des représentants, dont il faut savoir accessoirement que c'est un créationniste, que c'est quelqu'un qui a participé à un musée pour les écoles du sud des États-Unis dans le Kentucky sur l'Arche de Noé, où on montre l'Arche de Noé. Hein, et où on explique, Noé a fait rentrer d'abord 2 chiens. C'est une réalité. Hein, et ce sont des gens qui sont donc pour la liberté de l'enseignement, c'est-à-dire la liberté de l'enseignement. On vous enseigne Darwin, on vous enseigne que le monde a été créé en 6 jours, et vous choisissez. Voilà. Hein, donc c'est intéressant. Hein, et ça ne me paraît pas totalement hors sujet par rapport à ce dont nous discutons, quand on va avoir une approche un peu laïque et progressiste du Moyen-Orient, de son histoire et évidemment de son avenir. Alors ça fait partie donc de ce premier chapitre qui nous explique justement cette présence du sionisme chrétien dans le soutien à la création d'Israël. Vous avez un second chapitre qui est à la fois curieusement construit dans le sens où il dit effectivement les divisions de ce mouvement sioniste, des divisions profondes, mais qui vous apparaissent dans leur efficacité comme des richesses d'une certaine manière. On considère que la division est souvent la source de tous les maux politiques. Vous dites non, ce mouvement est assez hétéroclite, assez construit avec des tendances assez variées, même très opposées les unes aux autres, qui se sont construites au fil du temps. Et ces tendances, tout compte fait, ont fait la force du mouvement sioniste dans un deuxième temps. Oui, c'est très clair. Alors à chaque fois, une des forces, donc un des chapitres israéliens, répond à une des faiblesses palestiniennes. Effectivement, ce qui est très frappant, c'est la façon dont le sionisme arrive à gérer ces contradictions internes qui sont parfois virulentes. Hein. Jabotinsky, qui est un des plus durs justement de ce mouvement, n'est pas très tendre ni avec Weizmann, ni avec tous ceux qui, même Ben Gurion, etc., etc. Oui, alors, donc on est dans l'entre-deux-guerres, et Ben Gurion dit de Jabotinsky, s'il pouvait, il nous traiterait comme les nazis traitent les juifs. Vous vous rendez compte quand même du niveau de polémique interne. Mais malgré tout ça, le sionisme va rester un mouvement globalement unifié autour d'abord de l'objectif du foyer national, puis de l'État. Hein, et ce qui aurait pu plomber cette mobilisation devient en fait un facteur
d'avancer, parce que d'abord, ça permet d'élargir la base. Chacun peut dire « Ah, moi, je suis sioniste, tendance travailler. » Donc, moi, à un moment, on m'a dit « Ah, il ne faut pas dire le sioniste, il faut dire les sionistes. » J'ai dit « Pas de problème, pas de problème. » Je veux dire. Mais enfin, il y a quand même le socialisme et les socialismes, le capitalisme. Et je peux à un moment mettre un singulier, à un moment mettre le pluriel. Mais comme si dès qu'on mettait le pluriel, c'était une forme de joker qu'en sortait. « Ah ben non, moi, je suis sioniste, tendance travailliste, donc je suis plutôt pisnique. Ah ben non, moi, je suis sioniste, tendance... voilà. » Et donc, du coup, moi, le sionisme messianique ou le sionisme colonisateur ou le sionisme religieux, c'est pas mon sionisme. Donc, au fond, je ne suis pas responsable et je peux soutenir quand même. Donc, ça permet d'élargir de manière très, très vaste. Et puis, il y a une forme de gestion interne qui est démocratique. Bon, il y a 4 événements sanglants, mais il n'y en a que 4 sur un siècle. Il y a 2 assassinats de dirigeants travaillistes, Haïm Arlosorov en 1933 et Yitzhak Rabin en 1995. Il y a une dizaine de miliciens donc de la mouvance de Jabotinsky qui sont tués en 1948 par la nouvelle armée d'Israël pour les forcer à intégrer l'armée d'Israël. Et en 1983, il y a un pacifiste qui est tué par un tir, par un jet de grenade au cours d'une manifestation à Jérusalem. Voilà, c'est sans doute 4 incidents. Mais c'est uniquement 4 incidents. Quand on va parler des Palestiniens, c'est la liste. Voilà, il y a pratiquement... Non, il n'y a de toute façon pas une année, il n'y a parfois pas un mois où il n'y a pas des contradictions sanglantes. Mais aujourd'hui, c'est pour ça, de même que le sionisme chrétien interdit à Israël d'arriver à la seule victoire qui serait la solution à 2 États, du fait de son intolérance dogmatique, eh bien, ce pluralisme de combat, ce que j'appelle ainsi, interdit à Israël de se projeter dans l'avenir, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que ceux qui tiennent le gouvernement, ce sont les suprémacistes. Alors, suprémaciste, c'est un terme poli pour dire raciste, annexionniste, voilà. Et puis, vous pouvez ajouter tous les qualificatifs que vous... ces gens-là ont 2 portefeuilles de souveraineté, la sécurité publique et les finances. Et les finances, ce n'est pas du tout indifférent. Les finances, ça permet d'étrangler l'autorité palestinienne ou de ne pas dédouaner l'aide qui est prévue pour Gaza et qui ne peut pas sortir du port d'Ashdod ou qui peut sortir. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, Netanyahou dit, refuse d'expliciter ce qu'il voudrait pour la bande de Gaza, à part de dire on va remporter la victoire totale contre le Hamas. Bon, aux dernières nouvelles, d'après le renseignement américain, 1/3 des combattants du Hamas d'octobre 2023 ont été éliminés, mais un nombre au moins équivalent a été recruté. Donc on ne voit pas où est la victoire totale. Mais pendant ce temps-là, les suprémacistes, eux, ils disent on va occuper, expulser et coloniser. Au moins, c'est clair. Et ça a été dit. Donc, on voit bien que dans ce pluralisme de combat, il y a une forme de consensus par défaut, c'est qu'on ne dit jamais quelle serait une solution de paix ou de conciliation avec les Palestiniens. Et depuis l'assassinat de Rabin, l'occupation et la colonisation sont absentes des campagnes électorales israéliennes. Alors on m'expliquait, non, mais voilà, c'est comme ça qu'on est élu, puis quand on est élu, on pourra faire la paix. Alors justement, prenons cet exemple de mise en miroir, parce que c'est le principe de votre livre. Ce sont succession de 3 chapitres sur Israël et de 3 chapitres sur la Palestine, les Palestiniens. Prenons cet exemple justement que vous venez d'écrire, division interne du mouvement sioniste, mais néanmoins progression de la cause sioniste tout au long du XXe et au début du XXIe siècle. En face, division d'un mouvement palestinien et d'une certaine manière impossibilité de faire avancer cette cause puisque les combats internes se traduisent en élimination interne des militants d'un côté ou de l'autre. Oui, alors là, le contraste est frappant. Alors, il est lié, parce que moi, j'apprends beaucoup quand je recherche pour mes livres. Je ne suis pas de ces chercheurs qui
qui, sachant ce qu'ils veulent trouver, vont directement là où ça les intéresse. Et j'avoue que ce que j'ai trouvé sur la fragmentation politique de la société palestinienne allait au-delà de mes hypothèses. Alors je pense, ce n'est pas une affirmation parce que j'essaie de comprendre, qu'il y a deux raisons majeures. Il y a d'abord la structuration de la société traditionnelle qui est rurale, donc dans les campagnes palestiniennes, qui est une structuration un peu, pour faire simple, avec mon frère contre mon cousin, avec mon cousin contre mon voisin, avec mon voisin contre le village d'en face, avec le village d'en face contre la colline d'à côté, avec la colline d'à côté contre la vallée d'en bas. Bon, c'est bien pour enraciner un terroir. Pour un mouvement national, c'est un peu handicapant. Surtout quand on va avoir une polarisation qui va être celle entre deux grandes familles de Jérusalem dans l'entre-deux-guerres, donc au moment fondamental où il aurait fallu une unité palestinienne d'airain face à la mobilisation sioniste. On va avoir une polarisation entre les Husseini et les Nachashibi qui va être totalement désastreuse pour le mouvement palestinien parce qu'elle pousse aux surenchères des deux côtés et elle pousse au règlement de compte. Et on a déjà des règlements de compte assez importants. Mais la deuxième raison, à mon sens, c'est évidemment l'exil. Le fait que c'est une résistance complètement éclatée géographiquement, qui donc va avoir beaucoup de mal à se structurer. Il va falloir une personnalité comme Yasser Arafat pour rassembler autour de lui une forme de consensus nationaliste. Et encore, lui-même entretiendra les factions pour pouvoir diviser son opposition interne, voire l'opposition à l'intérieur du Fatah. Mais j'ajouterai à cela le fait que je ne peux pas... là encore, le démontrer noir sur blanc, c'est plutôt une intuition, mais si des personnes qui connaissent mieux d'autres mouvements de libération peuvent m'aider, moi je ne vois pas de mouvement de libération qui ait connu une telle liquidation de ses cadres sur une aussi longue durée. On voit bien pour l'Algérie avec les Français, mais enfin ça dure un certain temps. Là, on parle sur un siècle. Sur un siècle. Et des liquidations qui viennent de tous horizons. Alors, ils peuvent venir d'Israël, bien entendu, mais ils peuvent venir de la Syrie voisine, ils peuvent venir du mouvement lui-même. Sartaoui est éliminé, c'est sûrement par Assad, enfin, sous la volonté d'Assad. Donc, on a là, disons, un mouvement qui trouve ses propres ennemis au sein du mouvement ou de ceux qui lui sont supposés être ses alliés, puisque c'est aussi ce que le chapitre précédent que vous consacrez à la Palestine, c'est l'illusion arabe, l'illusion de cette unité arabe qui ne va pas fonctionner, et qui va faire que ceux qui sont censés être les plus proches de vous, vos plus proches soutiens, peuvent devenir très rapidement vos principaux ennemis. Oui, d'ailleurs, on a oublié que Yasser Arafat, dans son ascension pour devenir quand même un des leaders du tiers-monde les plus iconiques, après on pense ce qu'on veut de lui, mais enfin comme symbole, c'est très fort. Mais Arafat, toutes les premières années de sa vie, il se bat contre d'autres Arabes. Il se bat contre des services de renseignement arabes, il se bat contre des armées arabes. C'est Septembre Noir. Septembre Noir, c'est épouvantable en Jordanie en 1970. Ce sont les guerres du Liban, où soit directement avec les milices libanaises, soit à l'instigation du régime syrien. Bon, on se rappelle d'Arafat assiégé par l'armée israélienne dans Beyrouth en 82. On oublie qu'il a été l'année suivante assiégé dans Tripoli, au nord du Liban, par l'armée syrienne. Et on voit bien que ces frères arabes, ou ces soi-disant frères arabes, très souvent, le seul point commun qu'ils ont entre eux, c'est sur la rhétorique pro-palestinienne d'être intarissables, mais sur l'efficacité d'être assez absents.
Et là, depuis le 7 octobre 2023, il n'y a pas un pays arabe qui se distingue par une solidarité active face quand même à ce qui est la pire des tragédies qu'ait jamais enduré le peuple palestinien dans une histoire qui est pourtant vraiment saturée de tragédies. Est-ce qu'il y a derrière cela, et vous l'évoquez un moment, sur la question de la souveraineté sur les lieux saints, pour ce qui concerne les Palestiniens, est-ce qu'il y a cette volonté des puissances voisines, par exemple, d'avoir la souveraineté sur ces espaces sacrés, d'une certaine manière, et qui, d'une certaine manière, met le mouvement palestinien à la marge, parce que l'important, ça serait pour la Jordanie, mais peut-être aujourd'hui pour l'Arabie saoudite, d'avoir sa main sur Jérusalem, par exemple. Est-ce qu'il y a cette tension possible ? Alors, pour la Jordanie, ça a été très clair. Faut savoir que la Jordanie a occupé et annexé Jérusalem-Est de 1948 à 1967, quand Israël a fait la même chose en retour. Mais il se trouve que je vivais en Jordanie en 1988, quand le roi Hussein est venu à la télé de manière absolument spontanée. Il a dit « Je romps tout lien avec la Cisjordanie et Jérusalem-Est, donc je n'ai plus aucune ambition de souveraineté ». Donc effectivement, il y a une structure symbolique qu'on appelle le Waqf, l'autorité qui est liée au ministère jordanien, mais pas plus que ça. Quant à l'Arabie saoudite, effectivement, elle souhaiterait montrer qu'elle n'est pas seulement gardienne des deux lieux saints, c'est le titre officiel du souverain saoudien, donc la Mecque et Médine, mais qu'elle a aussi un poids à Jérusalem. Mais on est dans l'ordre du symbole, moins dans l'ordre politique. En fait, c'est la double peine ou la triple peine ou la quadruple peine des Palestiniens, c'est qu'au fond, les régimes arabes ne font pas tellement ça à cause des Palestiniens, mais font ça pour se neutraliser les uns les autres. Les Égyptiens avaient peur des Jordaniens en 1948, les Syriens avaient peur des Irakiens dans les années 70, l'Arabie saoudite aujourd'hui veut montrer qu'elle a un magistère dans le monde arabe, etc., etc. Ce qui est certain en revanche, c'est que les fameux accords d'Abraham, c'est-à-dire les accords de normalisation entre Israël et les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc à l'automne 2020, avec une forte implication de l'administration Trump, eh bien, sont muets sur la question palestinienne. Alors qu'on aurait pu imaginer que ces États auraient d'une certaine façon conditionné leur normalisation à des gestes. Semble-t-il, c'est à de tels gestes, et notamment la proclamation d'un État palestinien, qui ne serait pas le moindre des gestes, que l'Arabie saoudite conditionnerait aujourd'hui sa normalisation. Enfin, tout ça, c'est très, très virtuel, alors que la tragédie à Gaza, depuis que notre rencontre a commencé, il faut quand même savoir que le bilan humain s'est encore aggravé à Gaza. Je ne veux pas être mélodramatique, mais il faut toujours garder ça en tête. Alors, vous parlez aussi de l'application de ces idées, on a bien compris celle du sionisme par exemple, mais aussi de l'unité arabe, dans les faits ou confrontés à des faits historiques et des faits politiques, à des faits de guerre par exemple, qui finissent d'une certaine manière par donner l'avantage, c'est ce que vous montrez, à Israël dans un certain temps, et le désavantage aux Palestiniens, c'est-à-dire qu'est-ce que la confrontation d'une idée, l'idée palestinienne d'un côté ou le mouvement palestinien d'un côté, et de l'autre côté le mouvement et l'idée sioniste donc incarnée par Israël, comment ces idées finissent par se confronter à une réalité du terrain, à une réalité des rapports de force avec les voisins, etc., etc. On voit bien que là-dessus, la grande force du sionisme, c'est aussi ce que je rappelle, c'est cette stratégie de fait accompli. Je cite Haïm Weizmann, qui est le grand homme du sionisme de l'entre-deux-guerres, de la déclaration Balfour à la proclamation de l'État, et qui dit, en français, parce qu'il était parfaitement francophone, entre autres langues, il dit c'est le premier pas qui coûte. Et en fait, tout est résumé, c'est la stratégie gradualiste, c'est-à-dire les sionistes, les Israéliens, ont une politique de petits pas, mais qui rend tout acquis irréversible, mais qui en même temps évite de compromettre un objectif final qui de toute façon n'est jamais explicité. Donc, alors que du côté palestinien, c'est exactement le contraire.
Et quand j'entends en ce moment From the River to the Sea, je suis absolument effaré. On a vraiment l'impression que les gens de bonnes ou de mauvaises intentions qui scandent ça ne connaissent rien de l'histoire palestinienne. Parce que le mouvement palestinien a quand même historiquement décidé en 1988, dans la proclamation de l'État de Palestine à Alger, par l'OLP, son instance représentative et son Conseil national palestinien, de s'engager dans la voie des deux États. Donc la voie des deux États, ce n'est pas du Jourdain jusqu'à la mer. Et donc que des slogans comme ça continuent d'être proférés, alors qu'ils sont totalement contraires à la fois au programme et aux intérêts du peuple palestinien, en dit long sur les incohérences. Alors que de l'autre côté, on voit bien que c'est le premier pas qui coûte, et puis le pas suivant, c'est toujours le premier pas. On est toujours dans un premier pas, parce qu'on ne remet jamais en cause ce qui a été acquis. Alors que remettre en cause aujourd'hui la solution à deux États, comme je l'entends trop souvent dans des milieux qui se croient pro-palestiniens, c'est absolument catastrophique pour le nationalisme palestinien, au-delà du fait que ce serait la victoire pour Israël. Donc il y a ça, et puis il y a aussi la capacité pour Israël, le sionisme s'est construit et s'est mobilisé en mouvement moderne, alors que, je l'ai rappelé, il n'y a aucun jugement de valeur là-dedans, c'est une réalité sociologique, anthropologique, historique. Ce qui a permis aux Palestiniens de tenir, pour ceux qui ont pu tenir, ce sont les solidarités de proximité, ce qu'on appelle les solidarités primaires en sociologie, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de l'infrapolitique, qui peut être très très efficace, mais qui, en effet, quand on doit passer au politique, quand on doit passer au national, quand on doit passer à la libération, eh bien effectivement devient plus un handicap qu'un atout. Alors, vous évoquez très longuement, évidemment, les rapports de la Grande-Bretagne et des États-Unis à cette région du monde, parce que d'abord, c'était sous tutelle britannique au tout début du XXe siècle, et puis parce qu'ensuite, il y a eu une proximité très grande du destin, on l'a expliqué, d'Israël avec des milieux des États-Unis, et en particulier les milieux chrétiens. Mais vous êtes un peu moins... c'est présent, hein, mais vous êtes un peu moins bavard sur l'Europe et sur la France. Vous évoquez les positions françaises, que ce soit les positions françaises de De Gaulle, de Mitterrand. C'est d'ailleurs très intéressant de relire effectivement les positions de Mitterrand à l'aune de, par exemple, la défense du plan Allon que vous expliquez au début des années 70. C'est tout à fait passionnant. Je ne connaissais pas cette histoire, c'est tout à fait passionnant. Et puis, effectivement, jusqu'à aujourd'hui, et les positions d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'on peut dire justement des positions de la France et peut-être, mais c'est beaucoup plus difficile, des positions européennes parce qu'elles sont très variées vis-à-vis justement de cette longue histoire du conflit entre Israël et Palestiniens? Alors, pour la France, au début, il y a deux considérations. La France laïque et républicaine évacue complètement ces considérations en Terre Sainte, où elle considère qu'elle est toujours dépositaire de la mission de protection des chrétiens hérités, entre guillemets, des rois de France. Il faut savoir ça. Au jour d'aujourd'hui, le consul de France à Jérusalem, qui est chef de poste, qui est rattaché directement à Paris, et qui ne remet de lettre de créance à personne, parce que la République française ne reconnaît pas d'autorité terrestre sur Jérusalem tant que le conflit ne sera pas réglé. Donc, généralement, les chefs de poste remettent des lettres de créance. Donc, l'acte de prise de possession de son poste par le consul de France à Jérusalem, donc qui nous représente toutes et tous, c'est d'être encensé au Saint-Sépulcre. Voilà. Et d'avoir une messe consulaire. Et il faut rappeler qu'un excellent historien originaire de Toulouse, Patrick Cabanel, a écrit un livre formidable collectif, autant que je me souviens, il y a une quinzaine d'années, justement sur les positions de la France au Proche-Orient, et en particulier protection des chrétiens d'Orient, etc., qui ont conduit à des aventures comme Napoléon III au Liban pendant le Second Empire, jusqu'à effectivement cette question particulière du rapport à Israël.
Enfin, Israël, on parle de Jérusalem. Hein, à Jérusalem, on parle de Jérusalem. Hein. Mais alors, moi, je dis ça en souriant, et en même temps, moi, je suis historien, puis j'ai été quand même diplomate pendant 2 décennies. C'est important, les acquis historiques. Hein. Ce qu'il faut, c'est pas évidemment rester scotché dessus. Hein. Et je connaissais un consul assez progressiste, on va dire, à Jérusalem, qui disait on défendait la liberté de culte, maintenant on devrait défendre la liberté d'expression. Je dis c'est beau comme de l'antique, mais je ne sais pas si c'est forcément couché dans les capitulations. Mais donc il y a déjà ça. Donc ça veut dire que la France se considérait comme prééminente en Terre Sainte. Et donc, elle voulait contrer l'influence britannique. Donc, il y a eu des bisbilles un peu régulières entre Français et Britanniques. Puis finalement, quand les Français ont obtenu la Syrie et le Liban, ils s'en sont plus ou moins accommodés. Mais après, on a eu, et ça, on l'oublie trop, le principal, je dirais même que le partenaire essentiel d'Israël pendant 20 ans. À la naissance d'Israël. À la naissance d'Israël et pendant 20 ans, c'est la France. Hein, c'est la France qui fournit tout l'armement israélien. Y compris le nucléaire. Et y compris le nucléaire, même si ça, c'est plus officieux, mais voilà. Shimon Peres ne s'en était pas caché. Il travaillait d'ailleurs dans un bureau du ministère de la Défense français pendant une longue période. Ah oui, il avait son bureau. Donc, et ça a duré même avec De Gaulle. Hein, sauf que qu'est-ce qui se passe en 67 ? En 67, De Gaulle est très inquiet d'un risque de 3e guerre mondiale. Donc il dit toute partie qui déclenchera les hostilités ne pourra pas avoir le soutien de la France. Donc on va avoir officiellement un gel des approvisionnements militaires lorsque Israël déclenche les hostilités pour desserrer l'étau arabe le 5 juin 1967. Mais en fait, j'ai travaillé là-dessus dans un autre livre, et il va y avoir des livraisons secrètes de pièces de rechange pour les avions, mais ce sont des avions français, des hélicoptères français, des tanks français, des blindés français qui permettent à Israël de remporter le triomphe de la guerre des 6 jours. Sauf qu'Israël a tout obtenu de la France, n'a plus rien à obtenir de la France. Et Israël a choisi désormais de s'allier et de s'adosser aux Américains dans le cadre de la guerre froide. Et de développer tout un argumentaire. C'était pas fait pour plaire à De Gaulle, ça. Ah, et ça, évidemment. On était 1 an après le discours de Phnom Penh, où il voulait montrer combien la France était... se placer dans une position intermédiaire entre le bloc soviétique et le bloc américain. Oui. Mais le vrai, enfin pour De Gaulle, le vrai tournant, c'est janvier 69, parce qu'il y a un attentat d'une faction palestinienne contre la compagnie israélienne d'aviation en Grèce, mais qui est revendiquée depuis Beyrouth, et on a un raid sur l'aéroport de Beyrouth où les commandos israéliens, dont Benjamin Netanyahou, le petit Benjamin, font sauter les avions de la Middle East Airlines, donc de la compagnie civile libanaise. Et là, De Gaulle part dans une de ses colères homériques en disant « Ils ont utilisé des gazelles pour détruire des caravelles ». Et ça l'avait rendu complètement furax. Et donc, embargo. Donc l'embargo, c'est pas pendant la guerre des 6 jours, hein, c'est 1 an et demi plus tard. Et c'est la fameuse affaire des vedettes de Cherbourg, enfin pour ceux qui sont voilà, et donc après on a Mitterrand. Enfin je parlerai juste de Mitterrand, mais parce que quand même Mitterrand c'est extraordinaire parce que il vient, mais alors il ne voit le Moyen-Orient que par les œillères israéliennes. C'est quelqu'un complètement pénétré par la vision sioniste, mais comme il va aller à Gaza en 1972, comme il va rencontrer Arafat en 1974, très tôt il va comprendre que le nationalisme palestinien est absolument incontournable. Et dès 1976, il parle d'un État palestinien, et dès 1982, il en parle à la Knesset. Hein. Donc il est le premier dirigeant occidental à faire ce pas vers l'État palestinien. Je pense qu'il est temps de vous donner la parole. J'imagine que vous avez beaucoup de questions. Moi, j'en ai d'autres, hein, vous inquiétez pas. Ce livre est assez riche pour qu'on puisse durer dans l'entretien. Mais est-ce que vous avez des questions à poser à Jean-Pierre Philu on a encore 20 minutes, 25 minutes ensemble. Et on les prend par 2 ou 3, si vous voulez,
pour que la plus grande partie des gens soient satisfaits des informations qui sont données. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, je continue. Hein. Moi, s'il n'y a pas de questions, si personne ne lève une main, je vais continuer. Je vois une main devant madame. Est-ce qu'on a un micro qui peut tourner? Ou je donne le mien? Comment arriver à 2 États avec le mitage des colonies partout? Comment on peut arriver à ça? Oui, c'est pour compléter. En fait, pourquoi pas de possibilité d'un État binational? Bonjour messieurs, dames. Dans votre préambule, vous parlez de Arabes israéliens. Non, je voudrais rectifier, ce sont les Palestiniens d'Israël. Ce sont les gouvernements israéliens, les différents gouvernements israéliens qui, que ce soit les partis travaillistes ou de Likoud, qui ont, je veux dire, pour effacer, parce qu'être arabe, ce n'est pas une nationalité, c'est une personne qui parle l'arabe. Donc ça, c'est le premier point. Donc les Palestiniens eux-mêmes, ils se disent les Palestiniens de l'intérieur. Et les Palestiniens d'Israël, certes, ils ont la nationalité israélienne, mais ils sont traités, ce sont une communauté de seconde zone. Et je veux dire, ils représentent 20% de la population. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point... Une question, s'il vous plaît. Excusez-moi. Vous n'avez pas de question, vous savez déjà tout. C'est formidable. Vraiment, je vous envie de déjà tout savoir. Alors déjà, je pense que vous vous considérez comme favorable au peuple palestinien, j'imagine. Donnez-le-lui. Je suis pour un État palestinien au retour des frontières du 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale pour le futur État palestinien. Et je suis contre les slogans qu'on dit, par exemple. C'est pour ça que parfois je quitte des manifestations pro-palestiniennes. J'en suis un, et je suis fier de porter ce que j'ai autour de moi. Je veux dire, quand on parle de la mer au Jourdain. Oui, très bien. Voilà, je suis contre l'existence. Et je voudrais aussi, concernant les otages israéliens, aussi, je suis contre. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu une centaine de médecins israéliens qui ont dit qu'il faut bombarder sur des civils palestiniens à Gaza. Je vous remercie. Bien, je vous en prie. Non mais je voulais continuer parce que, par exemple, monsieur vient de dire qu'il y a 20% d'Arabes israéliens. Alors c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas 20% d'Arabes israéliens, il y a 18%. Les statistiques... Non mais attendez, mais c'est fondamental, parce que les statistiques israéliennes qui disent 20% d'Arabes israéliens incluent les Arabes de Jérusalem-Est, qui n'ont pas la citoyenneté. Je vous dis ça parce que, en fait, même quand on croit aller dans un sens, on se rend compte qu'on peut aller dans l'autre. C'est pour ça que c'est très important. Quand j'ai dit arabe israélien au début, je crois que dans la phrase d'après, j'ai dit palestinien de l'intérieur, j'aurais pu dire palestinien de 48. Bon, vous savez, beaucoup d'arabes israéliens se considèrent comme arabes israéliens. Donc moi, je ne peux pas considérer qu'ils n'ont pas le droit de s'appeler comme tels. Hein, voilà. Donc pour en rester là, mais il ne faudrait pas qu'on soit uniquement dans cette question de définition, parce qu'il y a eu 2 questions aussi simples que complexes, aussi simples dans l'énoncé que complexes dans la réponse. Quoique, alors un État binational, là aussi, excusez-moi, et je suis le plus gentil possible, parce que j'ai entendu dire que quand je disais à monsieur s'il n'avait pas de questions et qu'il savait tout, c'est que j'étais pas gentil, mais je suis le plus gentil possible. Est-ce que, j'imagine que la personne qui est pour l'État binational pense que c'est une bonne chose. J'imagine que c'est une forme de solution. Eh bien, j'ai quand même une information à vous apporter. Nous sommes dans une forme d'État binational aujourd'hui. Je ne crois pas que ça satisfasse vraiment les droits des uns comme des autres. C'est-à-dire que comme on est face à une réalité qui est terrible, on projette dessus des utopies, mais qui n'y correspondent pas. Alors, d'abord, soyons simples. Est-ce qu'on pense vraiment qu'après le bain de sang en cours, les 2 peuples ont envie de vivre l'un avec l'autre, de partager leurs institutions? Je ne parle même pas de partager une vie commune, de partager leurs institutions dans un État binational. Il faut évidemment une forme de séparation, une forme de division qui leur permettra après, dans un deuxième temps, éventuellement de se réconcilier. Mais je crois qu'actuellement,
alors je ne sais pas si on en est conscient comme je peux l'être, mais le degré de haine, hein, et ça fait quand même longtemps que je fréquente cette partie du monde, je n'ai jamais vu ça. Hein, et donc, il faut cesser le feu, mais cesser le feu aussi en séparant les partis. Et séparer les partis, c'est aussi séparer les peuples. Ça, c'est d'abord la première considération, je dirais presque pratique. Après, il y a la deuxième considération, qui est la considération morale, qui est qu'on a deux mouvements nationaux, le sionisme, mouvement national du peuple juif, et le mouvement national palestinien, qui, en 1993, ont fait le geste historique de reconnaître la légitimité de leur nationalisme respectif. Hein ? Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut conserver à tout prix. Hein, il ne faut pas l'envoyer le bébé avec l'eau du bain sous prétexte que c'était les accords d'Oslo et que le reste des accords d'Oslo ont contribué à la catastrophe où on est. On a une base sur laquelle on peut travailler qui est la reconnaissance mutuelle de la légitimité des deux nationalismes. Il faut partir de cela. Hein, et il faut partir de cela et en accepter toutes les implications. Alors la solution à deux États, c'est comme la démocratie. C'est la pire des solutions à l'exclusion de toutes les autres. Hein, on peut regarder toutes les alternatives qu'il y a à la solution à deux États pratiquement et on verra qu'elles seront infiniment moins gérables que celles à deux États. Alors les colonies, bien sûr, les colonies, je vais assez régulièrement en Israël et dans les territoires palestiniens pour voir qu'il y a une progression spectaculaire, mais on parle d'un espace global, global de 30 000 km². C'est-à-dire que quand on dit déplacer des populations, on les déplace de 5, 10 ou 20 km. Ça ne me paraît pas totalement irréalisable, et y compris en termes d'indemnisation et de relogement. Et à supposer qu'on ne les déplace pas, eh bien, on avait, et il y a la carte dans le livre, un plan de paix qui est une initiative qui avait été négociée par des Israéliens et des Palestiniens, qui s'appelle l'initiative de Genève, et on a le principe qui était celui de toutes les négociations, qui est la compensation territoriale. C'est-à-dire que si les colonies ne peuvent pas être déplacées, elles seront annexées par Israël, mais il y aura compensation territoriale sur le territoire israélien au profit de l'État palestinien. Et donc, de toute façon, dans une fois qu'on a énoncé toutes les difficultés possibles et imaginables, la seule chose qui manque, et la seule chose qui est essentielle pour la solution à deux États, c'est la volonté. Bonjour. Je ne sais pas si c'était une question rhétorique. Donc pour le coup, je vous trouve bien utopiste. Quand vous parlez de territoire, c'est très intéressant ce que vous dites parce qu'on parle finalement de morcellement. Donc moi, j'aimerais bien savoir donc, quel État a deux parties bien distinctes avec un État au milieu qui est viable en l'état de fait. Et quand vous parlez finalement aussi d'une forme de mouvement rural aussi concernant la Palestine et concernant le mouvement de libération palestinien, je trouve là aussi que c'est un petit peu désuet la vision, parce que quand vous dites que là c'est une vision rurale et archaïque, mais il y a aussi beaucoup de contingents qui ont fait en sorte que cette vision soit rurale et on s'enferme finalement dans un narratif où finalement c'est des bédouins qui essayent par solidarité de s'en sortir, mais il y a aussi beaucoup de camps de réfugiés. Il y a eu des bombardements de camps. On pense notamment au massacre de Chabra et Shatila. Il y a eu des camps aussi qui ont été massacrés aussi au sud Liban. Donc il y a eu quand même une annexion pendant des années du Liban parce qu'il y avait justement Yasser Arafat qui était présent là-bas. Donc là, je pense qu'on est un petit peu passé très vite sur silence sur ce point-là. Et sur les effets aussi de diviser pour mieux régner. Je pense que la création du Hamas et le financement du Hamas a été fait à l'initiative des frères musulmans, peut-être en Égypte, effectivement, mais les financements étaient connus. Et je pense qu'en 1987, et quelle date
date, parce que c'est la date de ma naissance, la création du Hamas a été faite, et c'est pour justement annihiler cette montée du Fatah et cette montée justement de cette volonté de paix et de processus de paix. Je me souviendrai toujours de ce discours de Yasser Arafat avec son rameau d'olivier et sa kalachnikov à la main. Merci. Pardon. Je vous avais dit, c'était soit une question rhétorique, mais pour le coup, je vais vous poser la question. La question, c'était savoir s'il y avait vraiment un territoire viable encore actuellement, que vous avez un exemple de territoire où il y a 2 morcellements, parce qu'il faut savoir que c'est la bande de Gaza et la Cisjordanie qui sont reconnus par les frontières de 1967. Donc, j'aimerais savoir si vous avez un exemple à nous projeter et à nous amener pour savoir si ce projet-là est viable. Merci. Oui, alors c'est quand même ma fête aujourd'hui. Donc, madame, comme je vous réponds, si vous pouviez m'écouter, ça me ferait vraiment plaisir. Alors, bon, la société rurale palestinienne, c'est une réalité historique, que cette société qui était largement rurale et reproduite ces mécanismes de solidarité dans les camps de réfugiés, c'est une réalité là aussi incontestable. N'y voyez là aucune volonté de caricaturer un peuple qui se mobilise avec les instruments qu'il a. Simplement, on ne peut pas faire l'impasse sur la responsabilité des élites palestiniennes dans le désastre qui a frappé leur peuple. Et le factionnalisme palestinien, à cet égard, a joué un rôle terrible. Et quel que soit voilà, le degré de liquidation, on l'a évoqué, par les Britanniques, par les sionistes, par les Israéliens, par les autres régimes arabes, eh bien, il y a cette très lourde responsabilité. Et je rappelle que si le Hamas est le maître absolu à Gaza, c'est évidemment parce qu'il y a eu le blocus qui lui a permis de conforter cette mainmise, mais c'est aussi parce que le Hamas, dans une guerre civile larvée, a éliminé les partisans du Fatah et de l'OLP et les a expulsés de Gaza pour aujourd'hui entraîner l'ensemble du peuple palestinien dans la tragédie actuelle. Pour la question de... alors il se trouve que moi j'ai fait toute une recherche sur la façon dont le Hamas a été créé. Et là aussi, il faut faire attention. C'est un peu de ça, mais ce n'est pas tout ça. Évidemment, il y a eu divisé pour régner des Israéliens qui, pendant longtemps, ont favorisé les frères musulmans contre l'OLP de Yasser Arafat et qui donc portent une responsabilité très lourde dans cet encouragement aux islamistes. Mais le Hamas a aussi été créé par une dynamique palestinienne. Et quand le Hamas reprend de l'OLP le flambeau, si j'ose dire, de la libération de toute la Palestine, vu que c'était ça, l'OLP, c'était la libération de la Palestine, ce n'était pas la solution à 2 États. L'OLP n'a pas été fondée sur ça. C'est seulement longtemps, à peu près 20 ans après sa fondation, qu'elle s'est ralliée à la solution à 2 États. Donc le Hamas, c'est aussi ça. Le Hamas, il reprend le slogan fondateur de l'OLP et on voit qu'aujourd'hui, il n'y a pas une voix palestinienne. Il n'y a pas une voix palestinienne à la hauteur de la tragédie que vit le peuple palestinien. Et ça, c'est absolument tragique. On va peut-être faire circuler la parole. Oui, pardon. Ouais. C'était juste pour vous dire que apparemment dans la charte du Hamas en 2017, il y a une reprise des frontières de 1967. Et quand vous dites finalement qu'il y a également une volonté aussi de diviser pour mieux régner, et cette volonté de ne pas trouver finalement une voie, je pense que Marwan Barzouti, c'est quand même celui qui pourrait avoir cette voie. Et quand on a cette reconnaissance autant du Fatah que du Hamas, je pense que là, les responsabilités, elles sont tout autres. Merci pour votre écoute et c'était très intéressant. Je lirai votre livre avec attention. Je vous en prie. Alors, quand même, signaler Marwan Barzouti, parce que tout le monde ne sait pas forcément dans la salle, c'est un leader du Fatah, donc l'organisation fondée par Arafat, qui est en prison depuis 2002 en Israël pour 5 peines de perpétuité pour terrorisme, pour des faits qu'il a toujours niés, alors que c'est un partisan déterminé de la solution à 2 États. Accessoirement, c'est quelqu'un qui a fait son master sur les relations franco-palestiniennes.
Voilà. Donc, on a en prison un leader pacifiste qui prône la solution à deux États, qui aurait pu être libéré en 2011 par Netanyahou. Netanyahou a préféré libérer Yahya Sinwar, c'est-à-dire le cerveau des attentats du 7 octobre 2023. Et aujourd'hui, non seulement Netanyahou ne veut pas libérer Barouti, non seulement Biden ne veut pas libérer Barouti, mais j'insiste, Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, son cauchemar, c'est que Barouti soit libéré. Ce qui me permet de revenir sur la question qu'il y a quand même un petit problème dans les élites palestiniennes. Et que être solidaire du peuple palestinien, c'est une chose, mais ne pas être lucide, voire critique à l'égard des directions palestiniennes, quelles qu'elles soient, me paraît plus aléatoire. Mais je crois qu'on est d'accord là-dessus, vous et moi. On est d'accord pour votre critique des élites palestiniennes, mais qui a éliminé Arafat? C'est Israël. Qui maintient? Vous venez de démontrer que c'est Israël qui maintient Barghouti en prison. Vous parlez de Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas, c'est l'homme des Israéliens. C'est le Pétain palestinien. Donc, ça, vous parlez de personne, là. Donc, vous faites vous-même la démonstration que c'est Israël qui fait tout pour qu'il n'y ait pas un leadership palestinien digne de ce nom. Vous venez de le démontrer. C'est eux qui ont assassiné Arafat. Donc, tout est dit. Moi, mon expérience d'ombre blanche était qu'il y avait quand même plus de questions d'habitude. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé là dans le public. Moi, pour changer, je voudrais vous poser une question à propos de l'opposition démocratique et du camp de la paix en Israël. Pensez-vous que cette force soit suffisamment importante pour que Netanyahou soit renversé et qu'on puisse avoir un espoir de négociation? Je vais prolonger la question. C'était pour savoir si vous aviez identifié des forces d'opposition capables de remplacer les élites qui sont en place, qui soient en capacité de proposer des alternatives politiques pour justement aller dans le sens de la paix et avoir des solutions plus pacifiques. Vous parlez des Palestiniens ou des Israéliens? De part et d'autre. Dans l'expérience de la résolution des conflits, il y a en Europe un très vieux conflit extrêmement violent qui a fini par se résoudre, c'est la question irlandaise. On sait qu'une partie des sionistes s'est beaucoup intéressée à l'expérience technique de l'armée républicaine irlandaise dans le cadre de son combat contre les Britanniques. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des gens qui, en Israël ou dans les territoires palestiniens, réfléchissent à la manière dont les Irlandais sont sortis de la guerre civile? Alors, c'est intéressant parce que c'est une guerre civile. Je ne crois pas que le conflit israélo-palestinien soit une guerre civile. Et excusez-moi, mais ça change tout. En revanche, la dimension irlandaise du conflit israélo-palestinien, elle est très forte. Et pas uniquement parce que l'Irlande vient de reconnaître l'État de Palestine. Il faut savoir que, mais ça ce sera dans une de mes chroniques dans Le Monde, je l'ai préparé mais je ne l'ai pas encore publié, que dès la Première Guerre mondiale, celui qui va devenir le parrain de l'armée israélienne, c'est Netanyahou qui le décrit ainsi, et un officier de la contre-insurrection en Irlande, et qui, pour lui, il y a une assimilation totale entre les Palestiniens et les Irlandais. Donc, la question irlandaise est quand même très spécifique, parce que c'est la question du rapport au Royaume-Uni. Quel serait le Royaume-Uni dans Israël et la Palestine? Donc, beaucoup de gens ont réfléchi à cela, mais moi, j'ai un vrai problème, parce que je ne considère pas que quand je passe à Belfast d'un quartier loyaliste à un quartier nationaliste, je passe d'un peuple à l'autre. Je suis quand même dans le même peuple, même si les uns sont protestants et les autres catholiques. Hein. Donc, voilà. Alors, pour les forces de la paix, alors, parce qu'il y a deux questions sur les forces de la paix. Oui, mais je voulais... Parce que, du coup, je peux quand même finir sur la paix. Ça me permet de... Voilà. Alors, comme chacun sait, les historiens sont très bons à prédire le passé.
Hein. Donc, comme j'étais emporté par mon enthousiasme gaulo-mitterrandien, je n'ai pas parlé de l'Europe. La clé, c'est l'Europe, c'est-à-dire la clé, c'est nous. La clé, c'est nous. Hein. La paix n'arrivera plus entre Israéliens et Palestiniens sans une intervention extérieure déterminée, résolue, qui dira non pas « soyez gentils, aimez-vous, hein, embrassez-vous, bisounours ». Non, non, non. Vous vous haïssez, on le sait, et c'est pour ça que vous allez faire la paix, parce que ça ne peut plus durer. Parce que c'est un gouffre sans fond. Et nous, Européens, nous savons ce que c'est que les gouffres sans fond en termes de guerre. Hein, et on a entraîné le monde entier dans nos gouffres sans fond. Donc, l'Europe ne doit plus laisser faire ça. Pourquoi l'Europe ? Parce que les États-Unis, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, ne peuvent plus être un médiateur de paix. Hein, que Biden reste avec ce que Biden a déjà cautionné, qui est une forme de co-belligérance, ou que Trump soit élu, on voit bien que l'horizon est tout aussi bouché et il y a une absolue impossibilité intellectuelle du côté israélien, du côté américain, d'aller dans ce sens. Hein. La Russie, bon, on sait ce que c'est que la paix russe en Syrie ou en Ukraine, la Chine, hein, le Sud global, l'ONU, hein, allait demander aujourd'hui à Israël d'accepter l'ONU alors qu'on entend toutes les 2 minutes en Israël dire que l'ONU est une organisation antisémite, terroriste, etc. Donc il reste l'Europe. Je vous dis ça parce que c'est fondamental. Parce que ça veut dire que c'est d'ici que peut se jouer l'avenir. Parce que s'il n'y a pas la définition contraignante de la solution définitive, hein, c'est-à-dire la solution à 2 États, en disant voilà ce que ce sera pour les frontières, voilà ce que ce sera pour Jérusalem, etc., etc., avec un calendrier contraignant. Voilà, si vous faites ci, il y a une possibilité d'aide. Si vous faites ça, il y a au contraire d'autres réactions possibles. Et là, à partir du moment où il y a une offre internationale crédible par une entité européenne qui est crédible pour les Israéliens comme les Palestiniens, hein, parce que c'est quand même le premier partenaire d'Israël et c'est quand même le premier bailleur de fonds des territoires palestiniens. À partir de ce moment-là, il y aura des recompositions chez les uns et chez les autres. Mais si on les abandonne, ou si pire que cela, on les encourage, c'est-à-dire si on fait la guerre dans notre canapé en disant « allez, allez, vas-y les uns, vas-y les autres », alors là, évidemment, on arrivera à encore pire, et après ça, encore pire. Hein. Donc ça ne peut venir que de l'Europe. Alors là, déjà, quand je vois le scepticisme qui accueille ma présentation de la solution à 2 États, j'imagine que l'Europe va soulever voilà, des haussements de sourcils encore plus prononcés. Mais c'est ainsi. Sinon, l'alternative, elle est claire. L'alternative, elle est claire. Et il faut bien voir que l'Europe ne fera pas ça par charité. L'Europe ne fera pas ça pour dire « Ah, voilà, nous contribuons à la paix parce que nous sommes gentils ». Non, l'Europe fera ça parce que c'était le titre de ma chronique du 1er janvier 2024 dans Le Monde. Le destin de l'Europe se joue en 2024 à Gaza. Comment peut-on imaginer que l'Europe, hein, l'Europe de la prospérité, l'Europe des normes, l'Europe de l'état de droit, puisse continuer à prospérer, hein, quand toutes ces normes sont violées? Hein, toutes ces considérations humanitaires, disons-le pour être plus, sont piétinées à ses portes. C'est impossible, au-delà du fait que le 2 poids 2 mesures avec l'Ukraine est devenu insoutenable. Donc la réponse, elle se trouve en partie chez nous. Et voilà, c'est sur cette idée que la paix n'est pas uniquement quelque chose qu'on regarde de loin sur un écran, mais aussi quelque chose à quoi on peut contribuer ici et maintenant et pas si loin de chez nous. C'est sur cette considération, si Emmanuel Laurentin m'y autorise, que je voulais clore notre rencontre en vous remerciant encore. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée dans le cadre de la 7e édition du festival L'Histoire à venir, qui se tenait du 22 au 26 mai 2024, réalisé et mis en onde par Radio Radio.